Bonjour tout le monde, c'est Creeper. Bienvenue dans ce premier tutoriel d'une petite série que je vais essayer d'entretenir à jour un peu le plus longtemps possible sur YouTube. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment s'installer un petit media center chez soi. On peut récupérer des fils, savoir Plex et plein de trucs. L'avantage, surtout pour connaître le truc, comme ça, genre vous allez pouvoir voir plein de trucs pratiques qui. Bon, ça existe sur internet, c'est pas non plus des trucs fameux, mais en gros, hop, si je vais sur mon petit site qui référence tout. On a un Plex, on a des clients pour le torrent, on a un JDownloader, on a un Jacket pour rechercher des torrents, on a un Ambi pour tout linker, enfin on a vraiment plein de trucs. Et du coup je vais simplement vous montrer qu'est-ce qu'on va tout faire. Mais du coup déjà en fait ce qu'il faut se dire c'est que avant déjà de tout commencer, il nous faut une machine physique. Donc peu importe que ce soit un serveur ou un ordinateur, une tour, un ordinateur portable, peu importe. Moi personnellement ce que j'ai choisi de faire c'est de lui installer Proxmox. En fait l'avantage de Proxmox c'est que c'est un hyperviseur pour de la virtualisation et que en gros en fait soit vous installez un Ubuntu sur votre ordinateur et vous installez tout sur votre Ubuntu, soit vous installez un Proxmox qui va virtualiser un Ubuntu et vous installez sur votre Ubuntu. L'avantage c'est que si vous avez besoin d'un Windows et d'un Linux, vous avez les deux en même temps sur la même machine. Proxmox c'est pas forcément un gouffre à performance, c'est-à-dire que vous ayez 4 ou 24 cœurs, vous verrez pas forcément nettement une très grosse différence de RAM. Il me semble que ça utilise entre 500 et 1 GB de RAM au repos, parce que du coup c'est basé sur Debian, donc il y a apt, etc. Et c'est gratuit, c'est open source, donc pourquoi pas en profiter. Moi je sais qu'en tout cas j'ai toutes mes VM là-dessus, et c'est très clairement le meilleur choix à faire. Après il en existe d'autres, comme Windows Server ou VMware LSXi, mais selon moi c'est le meilleur, parce que voilà, chacun a ses goûts, vous pouvez tous les essayer, mais moi cette série sera basée sur Proxmox. Donc du coup on va tout simplement consacrer cet épisode à comment installer Proxmox. Parce que Proxmox, il y a certains trucs à faire, etc. Je vais pouvoir vous guider pendant tout le tutoriel. J'ai pas de machine physique, donc je vais me baser sur cette VM Proxmox. Parce que je me suis amusé à installer un Proxmox dans un Proxmox, même si c'est scientifiquement possible. Donc déjà ce qu'il faut se dire c'est que les liens sont dans la description, il va vous falloir aller sur le site officiel et faire downloads. Puis Virtual Environment, ISO Images, et paf, vous avez une image ISO. Donc vous la téléchargez. On va utiliser Rufus pour flasher notre petite clé USB ou une clé USB minimum 4 Go ou 8 Go comme vous voulez. Vous téléchargez votre petit Rufus. Et il y a déjà une particularité à vouloir flasher un ISO de Proxmox. C'est simplement le fait que quand vous sélectionnez votre ISO, il faut, quand vous faites démarrer, cocher le mode DD. C'est très important. Sinon, tout ce qui est noté là, vous touchez pas. Vous vous en moquez. C'est juste quand vous faites démarrer, ici, il faut cocher DD. Sinon, ça peut ne pas fonctionner lors de l'installation. Donc une fois que vous avez flashé votre ISO, vous avez juste à brancher votre clé USB sur l'ordinateur, la tour de serveur, peu importe. Vous bootez dessus et on va voir le petit setup qui va s'afficher ici dans tout simplement sur votre ordinateur. Donc je vais pouvoir guider sur l'install. Ce qu'il faut se dire c'est qu'il faut bien faire attention à ce que l'ordinateur soit branché en H45, éviter les CPL branchés directement derrière la box. Pour la suite on va aussi avoir besoin d'un VPN parce que le torrent, ça dépend de ce que vous en faites. Et si c'est illégal, et c'est pas bien, on va pas avoir Adopi derrière. Mais ouais, faut se munir quand même d'un petit VPN. Et si possible, un VPN avec un WireGuard parce que c'est important. Je tiens à préciser comme quoi si le setup de Proxmox ne démarre pas, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un CPU qui est pas compatible. Et si vous dit ce message là, c'est-à-dire que la virtualisation n'est pas activée dans le BIOS. Et c'est important la virtualisation. Si vous l'avez pas d'activer, ça a des performances vont vraiment être à chier. Voire ne pas fonctionner. Donc ici on est dans cette Proxmox, on fait Next. Là il nous demande le disque sur lequel on va installer les données. Imaginons que vous avez deux disques, un petit et un grand. Vous allez utiliser le petit pour l'OS parce qu'après les données des VM elles sont sur un autre disque. Maintenant si vous avez qu'un disque d'un Tera, moi j'ai fait un disque de 128 Go, vous le sélectionnez et dans les options il n'y a rien d'autre à modifier. Vous sélectionnez pas XFS ou peu importe, vous laissez XT4, ça marche déjà très très bien. Ensuite on fait Next. Le country, on est en France, keyboard layout French, ça c'est parfait. Le password, vous mettez un mot de passe, il va falloir le retenir, donc mettez un truc dont vous vous souvenez ou notez-le sur un petit papier. L'email, vous vous en moquez complètement, je sais pas du tout à quoi il sert. Ah, ça c'est pour les backups, donc on s'en moque un peu quand même, mais mettez un email. Et ici, du coup, ça va être votre réseau local. Donc, moi par exemple, il a détecté, moi avec mon DHCP, comme quoi du coup il a la 86.60. Et du coup, toutes les IP, il les attribuera ici sous ce nom. Donc, laissez par défaut, en général, c'est déjà très bien. Maintenant, si vous voulez faire comme moi et mettre un point 250, vous pouvez, il n'y a pas de problème, faut juste que l'IP soit libre. Si après avoir mis un 250 ça marche pas, ça veut dire que l'IP était peut-être pas libre et là, bon, il faudra refaire la configuration réseau. Ensuite, on fait Next, il fait un petit récap, on fait Install, et là, il va nous installer Proxmox.
Donc là, on touche plus à rien, il va tout faire automatiquement comme un grand, et on se retrouve juste après pour une petite présentation de l'interface graphique de Proxmox. À tout de suite. Du coup, là on a notre petite installation qui est terminée, on note l'URL et on fait reboot. Alors ils disent le CD, vous pouvez retirer la clé USB, c'est pas non plus nécessaire. Et du coup, on va laisser du coup notre petit Proxmox démarrer. Même si vous allez voir, il est très rapide à démarrer. C'est très léger Proxmox, donc bah voilà. On va pouvoir préparer notre petit navigateur web, donc https 192.168.86, enfin moi j'ai mis 86.60, 2.8006, c'est le port de Proxmox. N'oublie pas de mettre le petit https parce que bah, c'est important, et on fait entrer. Confidentialité, on s'en moque parce que c'est sur un réseau local et que c'est de l'https. Le login par défaut, vous vérifiez bien comme quoi ici vous êtes en Linux PM, donc c'est root. Et le mot de passe, du coup, c'est le mot de passe que vous avez mis juste avant et que vous avez bien évidemment noté. Vous faites le logage en français, moi je préfère le laisser en anglais. Et nous voici maintenant sur notre petit Proxmox. C'est pas fini parce que Proxmox par défaut c'est un truc, enfin c'est pas un truc payant, mais il y a des repos d'entreprise qui sont pas activés. Donc on va tout de suite aller dans PVE puis se rendre dans Shell et après je vous ferai une petite visite de l'interface. Donc déjà on va faire un rm/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list et on va faire un nano/etc/apt/sources.list et on va rajouter la ligne que j'ai juste à côté de moi qui sera dans la description. Hop. Pouf. Pour rajouter cette ligne, vous faites CTRL X, Y, entrée. Puis on a fini pour réparer notre Proxmox. Donc on va aller ici dans les mises à jour, faire un refresh. À chaque fois que vous allez mettre à jour ou peut-être faire des actions sur votre Proxmox, vous allez voir ici. En fait, Proxmox, vous pouvez payer pour avoir uniquement du support. Il n'y aura pas de fonctionnalité en plus, c'est que du support. Et du coup, il y a un petit pop-up, voilà, c'est pour faire un petit coup de pub en disant vous pouvez payer le produit parce que bon, bah, c'est un truc gratuit, il faut bien payer les développeurs. Mais ça va pas bloquer les fonctionnalités, contrairement à d'autres logiciels de virtualisation qui demandent forcément des licences. On ferme la petite fenêtre une fois qu'il a dit task OK. Et là, du coup, on a plein de mises à jour parce que par défaut, les œufs sont pas à jour sur leur site. On clique sur upgrade, paf. Ensuite, on dit yes. Et là, on va le laisser faire et bah, toutes les petites mises à jour. Donc, du coup, bah, les mises à jour, il me semble qu'elles sont pas automatiquement. Donc, bah, de temps en temps, vous pouvez passer ici, cliquer sur refresh puis sur upgrade. Sachant que quand vous faites les mises à jour, ça va pas couper les VM en cours. Hein. Ça fait tout en live, donc c'est très bien fait. Du coup, vu que je suis dans une VM, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, on se retrouve dès qu'il a fini le apt update. Il est pas censé demander des choses. Je reviens s'il demande des choses, mais dans tous les cas, s'il demande des trucs, vous dites yes. Mais ça devrait être plutôt rapide. À tout de suite. Du coup, là maintenant notre Proxmox il a fini les mises à jour, donc hop, normalement si je reviens et je fais un... Bon bref, si je paf, il est censé avoir fini, voilà. Du coup maintenant on va pouvoir visiter un petit peu l'interface parce qu'il y a plein de trucs à voir sur Proxmox, et après on va pouvoir se quitter parce que la vidéo, bah du coup là on fait juste une petite installation de Proxmox. Et du coup vous irez voir, il y a des playlists où du coup bah, je vais tout mettre dans une playlist, comme ça bah il y aura tout qui sera organisé, et ça va être le top. C'est ça que ça va être la une slash je sais pas combien de vidéos. Du coup... ici, Proxmox s'est rangé de cette manière. C'est-à-dire qu'en gros, à gauche, on aura nos machines virtuelles, nos disques et nos serveurs. Proxmox, vous pouvez créer des clusters où, bah, du coup, en fait, si vous avez deux serveurs Proxmox et vous connectez deux serveurs Proxmox, vous pouvez après transférer une VM d'un serveur à un autre et vice-versa. Et partager les disques aussi. Mais c'est vraiment pas du tout l'utilisation qu'on va avoir besoin maintenant. D'ailleurs, du coup, c'est normal ici qu'il dit no subscription, c'est parce qu'il n'y a pas de support, on l'avait dit déjà avant. Du coup, ici dans les options, on s'en moque un peu. Storage, là on va avoir les disques de notre data center, oui c'est bien ça. Donc par exemple, dans Storage, vous pouvez monter des répertoires en LVM ou NFS par exemple. C'est-à-dire que si vous avez un NAS qui supporte le NFS, vous pouvez le monter et faire des backups de vos VM sur ce NAS. Du coup, bah, c'est tout simplement très pratique. Et du coup, ça apparaîtra ici avec nos autres disques. Backup, c'est pour créer des tâches de backup avec nos VM. Les permissions, on s'en moque, c'est pour créer des comptes utilisateurs personnalisés. Franchement, évitez, on s'en moque un peu. Firewall, c'est vraiment pas important, surtout que par défaut, il n'est pas activé. On va pouvoir passer directement à PVE. PVE, là, du coup, c'est vraiment notre machine, donc notre machine physique qu'on a installée. Donc ici, on voit par exemple l'utilisation du CPU, le load average, l'IO delay, c'est-à-dire que quand vos disques vont beaucoup écrire, plus ils montent, plus c'est inquiétant parce qu'il va commencer à vraiment mouiller le système. L'utilisation de la RAM, donc là du coup j'ai rien qu'à installer et je suis bel et bien à 1 Go de RAM utilisé sur les 8. HD Space, c'est pas du tout le vrai espace disque, c'est l'espace disque uniquement pour l'OS et non pas pour le stockage des VM, on verra ça après.
Le swap et KSM sharing, c'est la même chose, c'est du swap, donc bah, on s'en moque. S'il est à 100%, enfin s'il est à 100%, ouais, faut s'inquiéter. CPU, vous avez les spécifications techniques de votre système, Canal Version et PV Management Version, on s'en moque un peu. Ici, vous avez des petits graphiques très sympas où vous pouvez modifier l'heure ou le par jour ou par heure. Où c'est très sympa, ça permet d'afficher toutes les specs utilisées sous forme de graphique du serveur. Ici, on peut prendre des notes. Le shell, c'est un web SSH, tout simplement. Même si après, vous pouvez vous connecter en SSH avec le port 22. Hop, paf. En route, même directement, il me semble. Ouais, vous pouvez directement vous connecter en route, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ensuite, là c'est tous les services, donc on s'en moque. Network set, nos interfaces réseau. Si vous avez envie de modifier votre subnet, ça par défaut en général comme utilisateur lambda vous n'avez pas besoin, ou même rajouter ou modifier vos autres interfaces réseau, vous pouvez faire ça là-dedans. Certificate, on s'en moque. DNS, DNS ça va être les serveurs DNS. Alors on verra plus tard quand on va vouloir télécharger des torrents, comme quoi les opérateurs bloquent en général les sites de torrents. Donc moi ce que je conseille c'est mettre 1.1.1.1, 8.8.8.8 et 9.9.9.9. Paf, puis de faire OK. Host, c'est on s'en moque, c'est un fichier host. Time, c'est l'heure. Syslog, c'est les logs du serveur. Update, c'est les updates. Firewall, on s'en moque, on va pas en avoir besoin tout de suite. Les disques, là, du coup, ça va être nos disques qu'on a dans notre serveur. Donc, si vous n'avez pas fait de RAID et que vous avez plusieurs disques, vous pouvez les initialiser là-dessus. Ils apparaîtront là-dedans. Là, c'est pour créer nos petites partitions. On s'en moque un peu parce que par défaut, l'installation est très propre. Ceph, on s'en moque, c'est uniquement si vous avez plusieurs serveurs. Et réplication, task, etc. Ça aussi, on s'en moque totalement. Du coup, voilà un peu pour cette partie-là. Ici, on a local où c'est tout simplement notre OS. Là-dedans, on va stocker nos ISO et nos sauvegardes. Mais on n'a que 31 Go. Et dans local LVM, là, j'ai mis 70 Go, mais vous aurez beaucoup plus parce que vous avez un disque plus grand que 128 Go. Et du coup, c'est là-dedans qu'on va stocker nos machines virtuelles. Donc ici, c'est les ISO. Ici, c'est nos machines virtuelles. Maintenant, ça veut dire que par exemple, nos ISO, on va pouvoir les télécharger. On peut cliquer ici sur le bouton upload et uploader un ISO manuellement. Ou alors, ça sera aussi noté dans la description. Si vous allez dans PVE puis dans Shell, si vous faites slash cd slash var slash lib slash vz slash template slash ISO, ici vous pouvez wget des ISO. C'est-à-dire que par exemple, je tape Ubuntu server, je l'avais, paf, un release Ubuntu. Je prends le premier lien. Oh, bon, c'est du desktop, on s'en moque tout simplement. Hop, je fais wget et je colle mon truc. Et là, il est en train de me télécharger mon ISO du coup directement mon truc. C'est-à-dire que techniquement, si vous avez un réseau moisi entre vous et la machine, c'est beaucoup plus intéressant de wget directement ici depuis la console que d'uploader manuellement depuis le navigateur web. Même si vous pouvez quand même uploader depuis le navigateur web, c'est pas ça qui va non plus poser beaucoup de problèmes. En parlant de VM, la particularité de Proxmox, c'est qu'il supporte les Linux containers. C'est-à-dire qu'en fait, en haut à droite, vous avez un petit bouton Create VM et Create City. C'est très différent. C'est-à-dire que dans local, quand vous allez dans Content, vous avez des templates. Et là, du coup, on a un peu tous les OS du monde. Par exemple, je prends mon petit Debian 10, je fais download, il me télécharge la template de Debian 10. Donc on va attendre le temps qu'il ait fini tous nous récupérer, sachant que là, je suis un petit peu en train de le saturer. Et du coup, j'ai mon petit Debian 10. En fait, un Linux container, c'est un peu comme un container Docker. C'est-à-dire que, en gros, une machine virtuelle, ça préalloue tout l'espace disque que vous lui avez alloué. Par exemple, si j'ai une machine avec 8 Go et que je crée une machine virtuelle avec 4 Go, ces 4 Go seront uniquement disponibles pour la machine virtuelle. Personne d'autre pourra les ronger. Alors que si vous avez 8 Go sur la machine et que vous allouez 8 Go à chacun des containers, tous les containers seront mutualisés et ils pourront tous accéder, mais à un moment, il y aura une limite et ça plantera. L'avantage, c'est que par exemple, si vous avez des containers où vous pouvez avoir besoin de gros pics de RAM, puis ça va redescendre, c'est plus intéressant de faire des containers. Et si vous souhaitez directement de la performance en brut et de la RAM préallouée, autant prendre du KVM. Maintenant, le container, vous pouvez pas faire de Docker à l'intérieur, ou alors c'est très sale et on verra ça plus tard. Maintenant, avec un KVM, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est totalement compatible. Pour créer une machine virtuelle, il suffit de faire clic droit sur PVE et Create VM. Donc là, VM, c'est un KVM, ça nécessite un ISO, mais on va quand même faire le setup. Donc, on l'appelle comme on veut notre machine virtuelle. Donc, par exemple, salut. Vous cliquez sur Advance et vous pouvez start at boot qui fait que quand Proxmox va démarrer, il va démarrer la machine virtuelle. Dans lequel on va importer notre petite image disque qu'on avait téléchargée tout à l'heure. Next. Ici, vous pouvez laisser par défaut, tout est bien. Vous pouvez me cocher le QEMU agent. Donc, hop, next. Ici, on laisse par défaut en général et on met l'espace disque qu'aura notre machine virtuelle. On coche un peu tout et on met write back. Ça va toujours plus vite. Ensuite, là c'est le nombre de cœurs qu'on va associer à notre machine. Donc, par exemple, je lui donne 4 cœurs et on peut même cocher NUMA. Ici, si vous mettez type en host dans la machine virtuelle, vous verrez le processeur de l'autre. Donc, par exemple, imaginons que vous avez un i7, vous verrez i7 dans la machine virtuelle. La mémoire, ça va être la RAM qui va lui être allouée. Vous décochez Ballooning Device parce qu'on n'en a pas besoin.
Network, c'est l'interface, on touche à rien si vous n'avez pas modifié des trucs. Et enfin, on clique sur Finish. Du coup, là, il est en train de nous créer notre petite machine virtuelle, elle est juste ici. Alors, moi, je coche ici parce que vu que je suis dans une machine virtuelle, ça marchera pas. Hop, ça, vous touchez pas. Et voilà. Du coup, ici, on a une machine virtuelle qu'on peut d'ailleurs allumer. Ou si vous vous rendez dans console, vous avez la console virtuelle de cette machine. D'ailleurs, ouais, bon, tant pis, je peux pas la lancer. Ou si, non, bon. Ah oui, d'accord, ok, c'est normal. C'est parce que, hop, vu que je suis dans une VM, je ne peux pas. Hop, pouf, paf. Elle est censée démarrer. Et voilà. Du coup, ici, j'ai une machine virtuelle. Bah, tout simplement, voilà, une machine virtuelle où dedans, par exemple, je suis en train d'installer un Ubuntu. Vous avez ici des specs qui sont utilisés par la machine virtuelle. Donc là, par exemple, 50 MB, 4 cœurs de CPU. Hardware, vous pouvez gérer tout ce qui est device sur la machine. Donc, par exemple, si vous voulez rajouter un disque, rajouter des périphériques USB ou toute autre modification, vous pouvez le faire depuis là-dessus. Vous pouvez aussi modifier la RAM, mais pas en live, il faudra obligatoirement redémarrer la machine virtuelle. Cloud Init, on s'en moque. Options, c'est plein de petites options dans la VM. Et après, on s'en moque un peu. Vous avez aussi les backups ici si vous voulez faire des backups. Maintenant, petit truc à noter, c'est que quand vous voulez arrêter une VM, vous pouvez aller dans la petite flèche, il faut faire stop. Si les guest agents ici sont en not running, le shutdown ne marchera pas, il faut obligatoirement faire stop. Maintenant, on va faire aussi une autre démonstration avec du coup un container LXC qu'on va lui aussi appeler salut. Ici, unprivileged container en général, vous laissez cocher. Password, vous mettez un mot de passe, ça sera le mot de passe root. Confirm password, vous laissez un mot de passe, vous mettez root. Ici, du coup, ça va être la template qu'on avait téléchargée tout à l'heure, donc par exemple Debian 10. RAW 10, c'est la taille du disque. Un container LXC, ça prend très peu de place, donc, enfin, par défaut avec le Linux. Donc 8 Go suffira amplement. CPU, ça va être les cœurs qu'on va lui allouer. RAM, c'est la RAM. Network, on laisse. Alors, network, on coche des HCP parce que du coup, si les IP sont pas. Si vous voulez pas lui donner une IP fixe, on met des HCP, ça sera alloué par la box. Et ensuite, on fait start after. Enfin, ouais, je crois qu'on peut faire ça. Ou alors, ça va peut-être être bloqué vu que je suis dans une VM. L'avantage après d'un container LXC, c'est tout simplement que vous pouvez modifier la RAM et le CPU en temps réel. Vous n'êtes pas obligé de redémarrer la machine virtuelle. Donc ça va vraiment être le truc qui va être tout le temps allumé. Il y aura zéro downtime. Et c'est la solution du coup bah, la plus fiable en quelque sorte. Donc hop, voilà. Et aussi ce qui est pratique avec un container LXC, c'est la console. Ici vous pouvez copier-coller du texte alors qu'avec un container normal vous ne pouvez pas. Et le SSH d'un container n'est pas en... Vous pouvez pas vous connecter en SSH root. Il faudra obligatoirement faire une modification manuelle. Ensuite, des paramètres pour notre VM, c'est à peu près la même chose, même si maintenant on peut pas trop rajouter trop de trucs dans les ressources. On peut modifier du coup en direct les ressources du système. Network, on peut gérer le réseau directement depuis Proxmox. Options, c'est à peu près la même chose. DNS, c'est spécifique pour cette VM. Les backups, et après, c'est d'autres trucs pas intéressants. Et du coup, c'est très lent et je pense pas que ça se lancera. Mais pour vous connecter, vous rentrez root puis le mot de passe que vous avez mis et vous serez connecté directement dans cette VM. C'est une VM classique, c'est juste que là, du coup, c'est un container. La particularité, c'est que par exemple, dans mon container, là, je vais allouer 700 mégaoctets de RAM et ici, mes 700 mégaoctets de RAM ne sont pas décomptés. Alors que si je lance mon container, ma VM KVM, vous allez voir que tout de suite ma RAM va gonfler. Donc, on va attendre le temps que mon KVM se lance. Qui est normalement censé démarrer. Ouais. Alors, il est censé avoir démarré. Bon, il y a 512 Go. 2 Go. Alors, c'est pas noté, mais c'est censé être décompté. Bref, c'est. C'est bizarre. Bon, il est censé être décompté, je sais pas, c'est bizarre. Mais dans tous les cas, KVM, vous verrez comme quoi vous serez très vite, limité avec les ressources. Et que c'est plus intéressant pour économiser le plus de ressources, c'est plus intéressant de faire un LXC. D'ailleurs, petit truc astuce, si vous vous rendez dans options et features, si vous cochez ces deux-là, ça vous permet d'activer le Docker. Maintenant, attention, en fait, LXC, c'est un petit peu comme du Docker dans du Docker. Du coup, si vous hébergez des gens chez vous et que vous leur donnez du LXC avec ça activé, ils peuvent très vite remonter et vous planter la machine au-dessus. Donc c'est vraiment pour de l'hébergement chez vous, de confiance, etc. Du coup, voilà, c'est un peu tout pour ce petit guide sur Proxmox. On a parlé un petit peu de tout, on a fait un petit tour, etc. Vous pouvez l'éteindre et le rallumer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'est pratique et qu'on va pouvoir continuer après avec d'autres petits logiciels, soit des petites vidéos, soit des grosses, avec des petits logiciels pratiques ou des gros logiciels pas pratiques. Et du coup, n'hésitez pas à aller regarder la playlist qui est sur ma chaîne, qui devrait déjà être apparue normalement si la vidéo est déjà sortie une première fois. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et salut.